Hi everyone. Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 juin 2025. La Russie est attaquée à 2500 miles à l'intérieur de sa frontière avec l'Ukraine et Larry Johnson est là pour l'expliquer. Bienvenue ici, Larry Johnson. Mon cher ami, quelle est votre compréhension du qui, quoi, quand, où, comment de cette attaque de drones contre des civils et des militaires russes? Une opération de renseignement occidental planifiée et exécutée par les Ukrainiens, mais il est clair que l'Occident était impliqué. Une victoire pyrrhique, mais une victoire pyrrhique classique qui signifie une sorte de victoire tactique, mais une défaite stratégique pour l'Ukraine. Et vous savez, franchement, l'exubérance et l'enthousiasme exprimés en Occident face à la soi-disant dévastation de l'armée de l'air russe sont non seulement faux, mais ridicules. Combien de fois avez-vous vu l'expression au cours des 8 ou 9 dernières heures, Pearl Harbor, comme pour comparer ce que l'Ukraine a fait avec les renseignements russes à propos de ce qui s'est passé le 7 décembre 1941. Eh bien, en fait, je pense que c'est une analogie appropriée, pas en termes de rappel, car l'attaque japonaise était censée détruire tous les porte-avions américains et décimer la marine américaine. Ce qui s'est passé, le Japon s'est fait botter le cul parce que les porte-avions étaient encore intacts et 4 ou 5 mois plus tard, lors de la bataille de Midway, les États-Unis ont anéanti 4 porte-avions japonais. Alors vous savez, tous ces idiots dans la presse utilisent cela comme une métaphore ou une analogie. De toute évidence, ils ne connaissent rien à l'histoire, mais je pense que le parallèle est correct dans le fait que l'attaque de Pearl Harbor a été décrite par l'amiral Yamamoto comme si nous avions réveillé un géant endormi. Jusqu'à présent, la Russie s'est contentée de mener une opération militaire spéciale, ce qui signifie qu'elle n'est pas entrée dans une phase de guerre à part entière. Je pense que ça va maintenant changer. Et je pense que la Russie va se diriger vers une position de guerre, ce qui signifie que des cibles qu'elle ignorait ou maintenait hors de portée auparavant seront désormais sur la liste des cibles. Et cela va conduire à une plus grande dévastation dans cette partie de l'Ukraine, car, vous savez, franchement, ils ont peut-être touché ou endommagé 7 avions. Et vous savez, je n'essaye pas de prétendre que c'était un... Vous savez, cela ne signifiait absolument rien, mais ce que cela symbolisait, c'est que ces navires, ces avions étaient vulnérables. Car la Russie respecte le traité STAR 2 qui exige que ces bombardiers soient visibles. Maintenant que la Russie et l'Occident permettent qu'ils soient attaqués, et je tiens à souligner que Donald Trump et son administration « Oh, nous ne savons rien à ce sujet », eh bien cela s'appelle la dénégation plausible. Je vous garantis qu'au moins un, voire plusieurs officiers de la CIA étaient au courant de cela et ont peut-être même été impliqués dans sa planification et son fonctionnement. N'est-il pas inconcevable que John Ratcliffe, directeur de la CIA, ou Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, ou Marco Rubio, secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, ou le président Trump lui-même, n'aient pas été au courant de cela? Dans quelle mesure ces démentis sont-ils crédibles? Eh bien, c'est pour cela qu'on parle de déni plausible. Parfois, vous gardez les principes dans l'ignorance pour qu'ils ne le sachent pas, car c'est délibérément comme ça qu'ils le voulaient. Ne me parle pas de ça. Allez-y, faites-le. Dans quelle mesure êtes-vous sûr des empreintes de la CIA, du MI6 et peut-être du MSAD à ce sujet? 100%. Vous savez, juste l'opération d'initiation, vous savez, d'allumage des drones, parce que pensez au processus, vous les avez, vous savez qui frappe sous ce toit, donc le toit doit s'ouvrir, cela nécessite une commande externe. Maintenant, les rapports indiquent qu'ils utilisaient peut-être le réseau téléphonique russe, mais je pense que l'opération Starlink d'Elon Musk était également impliquée dans cela. On ne peut pas exclure les communications par satellite comme source d'images aériennes. Il a été rapporté
et je n'ai vu aucune confirmation que Pete Hegseth observait l'attaque en temps réel, ce qui signifie qu'il savait absolument qu'elle allait se produire et que les Ukrainiens avaient des drones avec d'autres drones avec des capacités vidéo, ce qui explique en partie pourquoi vous voyez certaines des images de drones qui sont là-bas, mais certaines d'entre elles ont également été, vous savez, créées par l'intelligence artificielle. Eh bien, voici la version de la BBC. Cela dure un peu moins de 2 minutes. Alistair Crooke minimise considérablement l'importance de cette affaire et on nous a reproché de nous fier à la BBC. Je ne m'y fie pas pour l'exactitude, mais c'est ce que l'Occident est sûr, veut nous faire croire, et je serais heureux d'entendre tes pensées, Larry. Coupe numéro 1. Loin des frontières de l'Ukraine, une attaque d'une audace étonnante. Des bombardiers stratégiques russes abattus un par une flotte de drones. L'Ukraine appelle cette opération toile d'araignée, personnellement supervisée par le président Zelensky. L'une des attaques les plus audacieuses de Kiev jusqu'à présent, un rappel que malgré la force numérique écrasante de la Russie, l'Ukraine est un ennemi ingénieux et déterminé. Selon certaines sources, il a fallu 1 an et demi pour préparer ce projet. Des dizaines de drones sont introduits clandestinement en Russie, stockés sur des palettes en bois, chargés sur des camions, conduits vers des bases aériennes éloignées et lancés. Lancés sur des camions à distance, des essaims de drones ont été détectés sur les réseaux sociaux de la Sibérie au cercle polaire arctique. Dans une station-service au nord de Koutsk, un aperçu de l'opération en cours avec de la fumée s'élevant déjà derrière, un drone sort du camion et se dirige vers l'attaque. Quelques instants plus tard, un autre coup de feu retentit tandis que les policiers tentent de l'abattre. L'Ukraine affirme avoir causé des dégâts d'une valeur stupéfiante de 7 milliards de dollars et avoir détruit un tiers des avions que la Russie utilise pour lancer des missiles de croisière. Nous savons exactement à qui nous avons affaire. Nous nous défendons par tous les moyens à notre disposition, disponibles pour l'Ukraine, disponibles pour les Ukrainiens. Nous n'avons pas voulu cette guerre un seul instant. Nous avons proposé un cessez-le-feu aux Russes, auparavant un autre type d'épave, il s'agit de la ville ukrainienne de Zaporozhye, après que le pays a subi une autre attaque majeure de drones et de missiles. Ailleurs, 12 soldats ukrainiens ont été tués dans une base d'entraînement. Le chef des forces terrestres ukrainiennes présente sa démission. Quelles sont alors les chances d'une nouvelle série de négociations de paix qui doivent avoir lieu à Istanbul? Des délégations russes et ukrainiennes sont attendues. Mais après 24 heures de chaos, les présages d'une percée se font sentir. Peut-être que la seule chose exacte dans tout cela est que le présage d'une percée n'est pas bon. Reuters a rapporté qu'ils ont arrêté de parler après moins d'1 heure. Mais laissez-moi vous interroger sur la précision. 7 milliards de pertes, soit un tiers de la flotte russe. Est-ce exact, Larry? Non, non, ce n'est pas exact. Et notez qu'au moins 2 des avions que la Russie est en train de détruire ou d'endommager, selon d'autres chaînes, jusqu'à 7 avions, et toutes les bases aériennes que l'Ukraine prétend avoir été touchées n'ont pas été touchées, car plusieurs de ces bases aériennes ont vu leur système de défense de guerre électronique abattu, les drones attaquants. Mais vous savez, ceci est un autre exemple de propagande soutenue par l'Occident. Vous savez que c'est la coordination de tout cela avec la CIA. Vous savez, ce reportage est juste un exemple concret du fait que la CIA et le MI6, à travers leur opération d'information, vous savez, la guerre de l'information, diffusent ces informations afin de les étendre, car ce qu'ils essayent de faire, c'est de convaincre en partie Donald Trump que l'Ukraine a une excellente chance. Ils peuvent encore y parvenir et la Russie est faible. Regardez, ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais en ignorant tout ce qui se passe, en particulier sur le terrain. Donc, c'était, vous savez, un œil au beurre noir en matière de relations publiques pour la Russie, certainement. Mais vous savez qu'on ne gagne pas la guerre avec des yeux au beurre noir en matière de relations publiques. On gagne la guerre sur le nombre de personnes tuées sur le champ de bataille et sur ce front, la Russie possède un avantage décisif. Y a-t-il eu des victimes civiles? Ces drones ont-ils attaqué une ligne de train nationale? Eh bien, il y a eu
des victimes civiles causées par quelques remorques. Vous savez, dans un cas, un conducteur avait des soupçons comme quoi ça ne lui semblait pas normal. Et alors qu'il se levait pour l'examiner, il a explosé et je pense que ça l'a tué. Mais en fait, les victimes civiles qui ont été subies au cours du week-end sont venues de... Vous savez, je ne classe pas la Russie dans la classification de cette attaque sur les bases aériennes stratégiques comme une attaque terroriste. Je ne considère pas cela comme une attaque terroriste. Il constitue une cible militaire légitime. L'Ukraine a trouvé un moyen d'essayer de l'attaquer. Ce n'est pas du terrorisme. Droite, l'attaque contre le train des voyageurs civils à Bryansk, puis celle qui a été provoquée par la détonation d'un pont qui a fait s'écrouler le train, ainsi qu'un autre pont qui a explosé à Koursk. Ce sont des actes de terrorisme. Ceux-ci n'avaient aucun but militaire, où le but principal, en particulier celui de Bryansk, était que lorsque les Ukrainiens l'ont fait exploser, ils ont attendu de voir le train arriver pour que lorsqu'il ferait exploser le pont, celui-ci cause des dommages au train et tue au moins 12 personnes. C'était du terrorisme. Si Hegseth avait regardé cela et qu'il le savait à l'avance, évidemment, s'il le regardait, n'aurait-il pas eu l'obligation d'en informer le président? Encore une fois, un déni plausible, monsieur le juge. Il y a certaines choses que vous ne dites pas au président pour qu'il puisse légitimement dire « Tiens, je n'étais pas au courant. Les Russes feront-ils un jour confiance à Donald Trump? Le voilà qui essaye de négocier avec Vladimir Poutine et son agence centrale de renseignement tente de faire exploser les actifs russes et de tuer des civils russes. » Je ne pense pas que les Russes fassent confiance à Donald Trump. Ils reconnaissent, je pense, qu'ils comprennent Trump pour ce qu'il est et ils vont le traiter en conséquence. Mais ils ne vont pas tenir aucune de ses promesses. Vous savez, Trump, c'est déjà vraiment discrédité au cours de la semaine dernière où, vous savez, il n'a toujours pas dénoncé les attaques ukrainiennes sur ces bases russes. À ma connaissance, il n'en a pas dit un mot. La seule chose que nous savons, c'est que Lavrov et le secrétaire d'État Rubio ont eu une conversation hier. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas publié de compte-rendu de cette conversation. J'imagine que Lavrov, toi et moi, le connaissons. Lisez Rubio, The Riot Act, et à Lavrov, vous savez, sans crier, sans devenir émotif, mais en envoyant un message très clair. J'ai suggéré que peut-être Rubio, après cette conversation, devrait aller changer de sous-vêtements. Mais ils comprennent que, voilà, Trump qui a condamné la Russie au cours de la semaine dernière pour les frappes précédentes de la Russie, les 24 et 25 mai à l'intérieur de l'Ukraine, sans mentionner un seul mot sur les 1400 attaques ukrainiennes qui ont précédé cela dans la semaine précédente, le 24 mai. Donc vous savez, je pense que la Russie a reconnu que Donald Trump n'était pas un intermédiaire honnête. Donald Trump n'est pas un homme objectif dans ce processus. Et je pense qu'ils comprennent également que Donald Trump est confronté à de nombreuses contraintes politiques dans son pays. Mais il préférerait avoir un dialogue et regarder la bonne nouvelle d'hier, c'est qu'au moins Rubio et Lavrov ont parlé. C'est quelque chose qui ne s'est pas produit sous Biden. Les États-Unis ont-ils attaqué la Russie? Si j'étais la Russie, je dirais oui. Tu le sais, je te reprendrai. C'est toi le juge. Donc, si vous avez un gars assis en face de vous qui a tiré sur une femme dans la rue et qu'il y a un gars dans le public qui a fourni à ce gars une arme sachant qu'il était capable de tirer sur des gens, il jurait d'attaquer cette femme. Considéreriez-vous que ce type dans le public est tout aussi coupable? Eh bien, le gars dans le public serait immédiatement arrêté par les procureurs et leurs agents. Exactement. Alors, c'est aussi simple que ça. Nous sommes complices du crime. Pouvez-vous imaginer que vous, moi et nos collègues en avons parlé jusqu'à en être bleus au visage? Si la situation était inversée, si quelqu'un envoyait des drones aux États-Unis pour attaquer des installations militaires américaines et détruire un train dans lequel se trouvent des civils, notre réponse serait excessive? Oui, nous serions furieux. Eh bien, vous savez, et nous avons même vu après le 11 septembre que nous sommes allés attaquer des pays qui n'avaient rien à voir avec le 11 septembre, à savoir l'Irak. Donc,
Vous savez que nous utilisons ces choses comme excuse. La Russie s'attache à mettre un terme à ce problème, comme elle le dit en s'attaquant aux causes profondes. Et comme vous l'avez correctement noté lors des discussions d'aujourd'hui à Istanbul, ils ont conclu à la fin de l'heure que les Russes, vous savez, les Russes, même si vous savez, j'ai parlé avec Pepe Escobar tôt ce matin, et il a dit ces discussions sont mortes à l'arrivée. Mais la Russie ne s'en éloigne pas. La Russie ne sera pas celle qui dira « Allez, on va vous tuer ». Vous savez, la Russie continue de jouer la carte de la justice, ce qui, à mon avis, exaspère les Ukrainiens, car la Russie a dit « Bon, le prochain accord que nous aurons sera l'échange des corps de soldats. Nous décréterons un cessez-le-feu de 2 à 3 jours à certains endroits sur la ligne de front pour que vous puissiez venir récupérer vos corps. » Quel genre de pression y a-t-il sur le président Poutine pour qu'il envoie, et je vais juste utiliser cette phrase comme une métaphore, pour dire, je pense qu'il y a une pression significative. Significative, vous savez, c'est ce qui est aussi en quelque sorte, vous savez, étrange et insensé dans la stratégie occidentale qui semble que si nous nous débarrassons seulement de Poutine, les choses iront bien avec la Russie. C'est comme si vous plaisantiez. Vous voulez traiter avec Medvedev? Ce que ce dernier incident illustre, c'est que l'opinion publique russe est de plus en plus favorable à des mesures plus dures contre l'Ukraine, pas moins, plus. Et Poutine, à son honneur, essaye d'empêcher ses émotions de guider et de contrôler les décisions russes. Il semble que Zelensky et ses collègues n'aient pas envisagé les conséquences naturelles et probables de cette situation. L'une d'entre elles est celle que vous venez d'exprimer. La coalition russe était déjà coalisée, mais le président Poutine a renforcé l'opinion publique russe. Je me demande simplement ce que, selon vous, le président Poutine fera et devrait faire. Ils sont très proches d'atteindre ce que vous, Ritter, McGovern et McGregor, nous avez dit. Ils sont très proches d'atteindre leurs objectifs sur le terrain. Eh bien, vous devez vous demander quelle est la stratégie. Vous savez, vous effectuez certaines actions pour finalement atteindre un objectif. La stratégie était-elle de détruire la force de bombardier stratégique de la Russie pour affaiblir la Russie et la pousser à se rendre? Si tel était l'objectif stratégique, il a échoué. En fait, il faut regarder la conséquence opposée. Cela a désormais encouragé la Russie à poursuivre la guerre de manière plus agressive au détriment de l'Ukraine. Et c'est là le problème avec les Ukrainiens. Un manque total de réflexion stratégique. Ils sont tous concentrés sur la tactique. Vous savez, ils ont en gros le cerveau d'un adolescent. L'adolescent ne pense qu'à la gratification immédiate, au plaisir immédiat, sans se demander si je fais X, cela va me mener à Y et Z, et quelles seront mes préparations pour faire face à ce résultat. Donc, ils ne prennent aucune mesure pour renforcer leur capacité à stopper l'avancée ukrainienne et russe sur le terrain. Et maintenant, ils ont fondamentalement mobilisé toute la population russe à un degré plus élevé qu'il y a 2 mois, par exemple, sur la nécessité de détruire l'Ukraine. Et c'est là où cela nous mène. Voici un grand stratège militaire de Caroline du Sud. Je ne peux même pas dire ça sans rire. Coupe numéro 2. Nous avons vu des preuves crédibles d'une invasion au début de l'été, d'une nouvelle offensive de Poutine. Il joue le jeu à la table des négociations de paix, il se prépare à une nouvelle guerre. Et je pense que le Sénat en a assez de Poutine. Le peuple américain considère Poutine comme un homme déraisonnable. Il voit que l'Ukraine fait des efforts. Le président Trump a rendu cette distinction réelle. Ainsi, le Sénat et la Chambre des représentants vont dans les 2 prochaines semaines avancer avec un projet de loi de sanctions qui va être écrasant. Vous savez, l'INSEE
L'INSEE s'est trompé sur chacune de ses prédictions concernant l'Ukraine et la Russie. Je sais de sources sûres que l'INSEE est financièrement compromis par rapport à l'Ukraine et que cette affaire fait actuellement l'objet d'une enquête. Ce qui aidera à expliquer en grande partie pourquoi il insiste si aveuglément pour que cette guerre continue de s'étendre. Je suppose que tu continues comme ça. Si vous gagnez de l'argent avec cela, c'est une bonne affaire. Mais l'idée que le Sénat vous savez, je pense que le Sénat va probablement adopter les sanctions, ce ne sont pas des sanctions contre la Russie, ce sont des sanctions contre l'Inde et la Chine. Et s'ils pensent que cela va faire s'effondrer l'Inde et la Chine en position fœtale et dire « Oh oui, nous devons nous rendre aux États-Unis », cela ne fera que les exaspérer davantage. Ce que Graham et ses semblables ne comprennent pas, c'est que ce genre d'action de la part des États-Unis constitue une insistance à vouloir être l'hégémone, à être le responsable, ce qui aliène la grande majorité de la population mondiale et les pays qui contrôlent réellement les ressources naturelles. Tellement contre-productif. Voici le compagnon de voyage et nouvel ami du sénateur Graham, le sénateur démocrate libéral Richard Blumenthal du Connecticut. Dans la même interview, coupe numéro 3. Poutine joue le rôle du président Trump. Il le prend pour un imbécile. En fait, il tente de gagner du temps et de faire obstruction, prolongeant la conversation afin de pouvoir lancer cette offensive et prendre le contrôle de plus de territoires sur le terrain. Si j'étais le président Trump, je serais insulté et offensé par cet affront, personnellement, ainsi que pour les États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique devrait être en colère, profondément en colère. Pour être juste envers eux deux, ces interviews ont été données avant l'attaque ukrainienne. Je ne sais pas s'ils étaient au courant. Comment pourrais-je le savoir? Je suis sûr qu'ils en ont été informés pendant qu'ils étaient là-bas. Absolument. Vous savez, mais c'est d'accord, l'Amérique est en colère. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Amérique, envoyez-leur une lettre rédigée avec fermeté. Ce que fait l'Amérique, c'est permettre le terrorisme, faciliter la poursuite des activités militaires de l'Ukraine et fondamentalement garantir que, probablement, 4 à 500 000 Ukrainiens supplémentaires mourront avant que cette affaire ne soit terminée. Donc, vous savez, les États-Unis sont complices de meurtres. Larry, je sais que tu voyages, mais j'espère que nous pourrons te mettre en contact avec Ray McGovern d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour la force et la clarté de l'analyse que vous nous avez donnée aujourd'hui. Bonne chance, mon ami. Merci, juge, bien sûr.